présentation-là. Est-ce que vous m'entendez bien jusqu'en haut? C'est mieux à vous, c'est sûr. Ouais. Donc, je reconnais énormément de tête parce que je vois pas mal d'étudiants qui sont ici. Donc, il y aura peut-être des redites ou des choses que vous avez déjà vues, mais j'espère l'avoir bien enrichi et vous apporter des éléments supplémentaires. Donc, je vais vous parler de ce qui se passe avant l'arthrose de hanche. On va essayer de faire en sorte que ce soit des patients, j'aime bien contre le lien, mais qui aillent le moins possible voir le chirurgien par la suite. Et donc, un potentiel patient qui peut avoir de l'arthrose, c'est un patient qui n'a pas pu être pris en charge correctement, probablement sur son conflit fémoro-acétabulaire. À savoir qu'un patient qui a un conflit fémoro-acétabulaire, il a 2,5 fois plus de chances de développer de l'arthrose qu'un patient qui n'en a pas. Donc, on a des choses à faire dans ce sens-là. Donc je me présente rapidement, je suis kinésithérapeute et ostéopathe, mais ma principale activité c'est la kinésithérapie, notamment du sport. Et j'ai passé un DU de pathologie du rugby à Bordeaux l'année dernière. J'exerce en libéral juste à côté là, dans un cabinet de groupe avec mes collègues. Et en dehors de mon activité de libéral, de clinicien, j'interviens aussi à l'IFMK ici à Bordeaux auprès des étudiants de deuxième et quatrième année sur la kinésithérapie du sport et le raisonnement clinique. Rapidement, j'ai rien à vous vendre, j'ai aucun conflit d'intérêt et ces liens d'intérêt sont avec les fédérations avec lesquelles j'interviens, la fédération d'haltéro, le CHU justement, où là j'interviens comme chargé d'enseignement à l'école de kiné, et puis l'université de Bordeaux dans laquelle j'interviens en tant que kinésithérapeute auprès des équipes de sport. Donc voilà. Entre autres, après mes participations sont plutôt associatives, soit avec la KINA ici au niveau local, ou sinon avec la Société française de masso-kinésithérapie du sport. Donc là, rapidement sur l'approche, on va essayer d'utiliser le raisonnement clinique pour nous permettre de comprendre en fait comment on va prendre en charge ce patient, et puis utiliser les données de science qui sont relativement récentes, en tout cas en termes de rééducation au niveau du syndrome fémoro-acétabulaire. Vous verrez dans les publications, on n'a pas des publications très anciennes. La plupart elles datent de 2015, 2016 et beaucoup plus maintenant. Et je voulais vous expliquer davantage pourquoi. Donc on va faire des petits rappels, mais ça va être très rapide. Vous êtes des étudiants, je pense, aguerris sur l'anatomie, donc je vous fais confiance là-dessus. Et puis pour les autres qui ne seraient plus étudiants depuis un petit moment, voilà, je pense que c'est des choses que vous maîtrisez aussi. Quelques diapos quand même pour résumer dessus. Un petit algorithme qui va nous aider à prendre la décision de quel traitement on propose, et surtout savoir est-ce que mon patient souffre d'un syndrome fémoro-acétabulaire. Parce que vous allez le voir, dans les problématiques de hanche, le gros problème c'est que énormément de pathologies présentent les mêmes signes. Et donc la confusion est assez facile, ou en tout cas c'est pour nous assez un casse-tête pour pouvoir savoir si le patient souffre d'un syndrome fémoro-acétabulaire. Et donc on va utiliser ce raisonnement pour savoir justement si ce patient présente ce genre de tableau. Et puis on va rentrer donc un peu plus en détail sur ce que c'est que ce conflit et les bilans qu'on pourrait faire en tant que kinésithérapeute, le traitement qu'on peut proposer, conservateur, et puis après chirurgie, si une chirurgie est programmée sur le patient. Donc les généralités, la hanche c'est une articulation essentielle, c'est la transition du haut du corps, du bas du corps, il y a énormément de contraintes qui sont transmises dans plusieurs plans de l'espace, et ça j'insiste dessus, vous allez le voir dans la rééducation. Mais comme je vous disais tout à l'heure, énormément de tableaux qui miment les mêmes symptômes, et donc pour nous, une grosse difficulté à savoir si le patient présente un labrum abîmé, déchiré, un conflit fémoro-acétabulaire, éventuellement un conflit extra-articulaire qui ne concernerait pas donc directement l'articulation de la hanche. Donc voilà, c'est cette problématique-là qui va se poser chez nous, parce que la plupart du temps, le patient va venir avec une prescription pour une douleur de hanche, mais voilà, nous, il va falloir qu'on se débattre un petit peu tout ça. Donc, quelque chose aussi d'important, en tout cas pour moi, qui commence à être un petit peu plus ancien, dont les études remontent un peu, la hanche pour nous c'était une problématique d'une personne âgée. Et au gré des lectures, je me suis aperçu que finalement, en fait, c'est une problématique qui concerne énormément de sportifs. Et donc, voilà, la littérature s'y intéresse énormément actuellement.
Et elle est principalement liée à des micro-traumatismes ou une sursollicitation dysfonctionnelle de la hanche. Donc le contexte, à savoir que dans la littérature, on se retrouve avec des patients qui ont eu un traitement pour un conflit fémoro-acétabulaire et notamment un traitement par arthroscopie. Et dans les études là assez récentes, 57% des athlètes rapportent revenir au même niveau que précédemment. Ça veut dire qu'on a presque 4 athlètes sur 10 qui ne reviennent pas au même niveau après une arthroscopie de hanche pour ce conflit fémoro-acétabulaire. Et quand on va chercher un peu plus loin, seuls moins de 2 athlètes sur 10 déclarent pouvoir revenir avec le niveau de performance optimal. C'est-à-dire qu'ils sont venus se faire opérer pour pouvoir reprendre leur sport, et seulement 2 sur 10 vont pouvoir revenir à ce niveau-là. Bien sûr, on ne peut pas se satisfaire de ce genre de résultats, et on va essayer de comprendre pourquoi. C'est pas forcément, on parle d'arthroscopie, mais c'est pas forcément la chirurgie qui est en cause, c'est peut-être la rééducation aussi qui va être faire la suite de l'arthroscopie, qui peut être aussi peut-être à repenser, ou en tout cas à perfectionner. Si on regarde un petit peu dans la littérature, il y a une étude qui a comparé tous les protocoles qui ont été un peu publiés là-dessus. Et sur la totalité d'exercices, il y avait plus de 400 exercices, seulement 5% des exercices utilisaient des exercices dans les 3 plans d'espace. La plupart du temps, ils étaient faits à 75% dans le plan sagittal. D'accord? Ensuite, la moitié des exercices étaient faits en décharge. Quand on voit les contraintes qui sont exercées à la hanche, si la moitié des patients ne travaillent pas en charge, ça va être compliqué de pouvoir les remettre sur le sport avec une fonction optimale de la hanche. Donc voilà dans quel contexte on évolue au niveau de la rééducation, au niveau de la hanche. Et donc c'est pour ça qu'il va falloir qu'on s'améliore en tant que kinésithérapeute. Bon, les rappels anatomiques, c'est ce que je vais passer rapidement. Donc, différentes sources de nociception au niveau de la hanche, que ce soit la partie osseuse, et on va intégrer le labrum dans cette partie-là. Les différents ligaments qui sont les structures de stabilisation passive, et elles vont avoir tout leur intérêt parce qu'après la chirurgie, elles vont être ouvertes, cette capsule, et vous verrez, ce sera très intéressant de discuter avec le chirurgien ou de regarder les comptes rendus opératoires si cette capsule a été resuturée par la suite ou pas, parce que s'il n'a pas été resuturée, et comme ça peut arriver parfois, ça va créer de l'instabilité, en tout cas au début. Donc dans notre prise en charge, ça va avoir un intérêt dans les délais aussi. Donc voilà, une belle articulation de hanche qui bouge bien dans tous les sens. Et on voit tout ce système ligamentaire qui épouse les mouvements qui permettent de stabiliser la hanche. Alors, je trouve ça assez spectaculaire, toutes ces fibres là, comme ça qui ont des directions pour permettre de fournir une stabilité de la hanche, peu importe les mouvements. Imaginez les karatékas, les gymnastes ou les danseuses, les mouvements qu'elles arrivent à réaliser tout en étant stables au niveau de la hanche. Alors quand on parle aussi d'éléments de nociception et de stabilisation, bien sûr, on a la musculature, plus de 22 muscles autour de la hanche, c'est énorme, avec des muscles plus ou moins puissants. Donc voilà, ils vont avoir un intérêt et on va devoir évaluer la force de ces muscles-là, en tout cas dans la fonction de la hanche. D'autres éléments aussi de nociception, alors je dirais même plutôt de neuropathie, c'est toutes les douleurs qui vont être liées au conflit sur des racines nerveuses qui vont véhiculer à travers le bassin, soit liées à un symptôme qui ressemble à un problème de hanche mais qui est une radiculopathie d'origine lombaire, ou alors des conflits qui sont plus à distance et qui descendent donc au niveau du bassin ou au niveau de la racine de la cuisse. Donc on a vu, on a énormément d'éléments possibles de nociception, et donc nous, il va falloir qu'on essaye de trouver un petit peu notre chemin, tout ça, et éviter de tomber dans les écueils, dans les mauvais diagnostics. Donc là, j'ai adapté un petit algorithme qui a été publié par Alison Grimaldi, qui est une physiothérapeute doctorante en Australie, et qui étudie beaucoup la hanche. Et donc, elle nous propose cet algorithme décisionnel sur les douleurs plutôt antérieures. On verra, ça ressemble beaucoup à nos douleurs au niveau du conflit. Donc, c'est d'exclure rapidement un problème de rachis, et donc d'éviter de se retrouver avec des douleurs au niveau de la hanche, en fait, qui sont liées soit à des douleurs facétaires ou d'origine discale,
et tout ce qui va être radiculopathie ou sténose au niveau du canal lombaire. D'accord? Là, rapidement, je reviendrai dessus, mais ça va être dans notre triage hein, et on va venir exclure ces pathologies rapidement pour pouvoir se centrer un peu plus localement au niveau de la hanche. Et vous voyez, on va regarder si ça va être l'articulation, des tissus comme les muscles, les tendons, ces bourses osseuses, séreuses, pardon. Et ensuite, on va regarder aussi tout ce qui va être l'innervation locale. Les douleurs au niveau de la hanche, elles peuvent venir aussi parfois de la partie postérieure. Et donc, on a un peu cet même algorithme qui revient, à ceci près qu'on va aussi essayer d'exclure ou vérifier si les douleurs ne viennent pas d'une origine sacro-iliaque. Voilà. Donc un élément important pour nous, kinésithérapeutes, et je pense que l'actualité dans la kinésithérapie soutient cette approche-là, l'importance de nos bilans, hein, qui vont faire que notre rééducation sera de qualité et avec lesquels on va pouvoir discuter justement, pouvoir communiquer avec le médecin, le chirurgien et le patient en lui montrant ses déficits et en étant à l'écoute du patient. Il va passer par cet examen subjectif, hein, c'est cet entretien qu'on a avec le patient où il va nous décrire les symptômes et on va pouvoir essayer de déceler dans les symptômes qu'il nous décrit quelque chose qui ressemble à ce syndrome fémoro-acétabulaire. Depuis quand il a ces douleurs? À savoir que la plupart des syndromes fémoro-acétabulaires, les patients décrivent des douleurs en moyenne autour de 27 mois hein, avant de commencer à pouvoir consulter. Donc voilà, c'est des douleurs qui s'installent et qui deviennent de plus en plus invalidantes et donc la durée des symptômes va être un élément de notre raisonnement clinique. Depuis quand, comment, sur quel type de mouvement ou sur quel type d'activité, et on va avoir une douleur insidieuse qui va s'installer avec le temps au fur et à mesure de la pratique sportive notamment. Qu'est-ce qui va soulager, aggraver et donc commencer à comprendre un peu comment le patient bouge et connaître son niveau d'activité. Hein, est-ce que c'est un patient qui fait du sport loisir, un sportif qui fait du haut niveau, est-ce qu'il fait du football américain ou de la gymnastique ou du plongeon de haut vol? La problématique elle va être un peu différente. Donc ce bilan, il est sur le papier assez court, mais ça va être la partie la plus importante de notre bilan. 90% des informations vont venir de ce bilan subjectif, de cet entretien avec le patient, où on va être à l'écoute et on va essayer de glaner un maximum d'indices. Puis va arriver le moment de l'examen clinique et avant tout, on veut exclure les pathologies graves. Donc là, je ne fais pas un cours de raisonnement clinique ou de triage dans les musculo-squelettiques, mais je vous rappelle, voilà, il va falloir exclure les fractures ou fractures de fatigue, hein, sur les sportifs ça arrive, donc il y a ces fractures qui interviennent liées à la sursollicitation, puis des pathologies un peu plus problématiques comme des ostéonécroses, des tumeurs, on peut avoir des appendicites qui miment aussi des douleurs au niveau de la hanche, des infections, voire même des maladies inflammatoires. Donc retournez vers des articles qui vous permettent de trier ça, mais il existe voilà, des signes, des indices, des drapeaux rouges qui vont apparaître pendant votre entretien avec le patient et qu'il faudra essayer de capter et savoir justement est-ce que je peux continuer à faire mon entretien avec le patient? Est-ce que je dois référer mon patient rapidement à un médecin? Ou est-ce que j'ai besoin d'informations supplémentaires pour aller plus loin dans mon raisonnement? Parce que là, je suis encore un petit peu pauvre en indices, on va dire. Donc des tests rapides, hein, au niveau de diagnostic, au niveau des fractures, donc le patellar percussion test hein, et le Fulcrum test avec des performances cliniques un peu variables. Donc je vous les ai indiqués là rapidement, juste pour information, mais vous retrouvez ça facilement dans la littérature. Une fois qu'on a exclu les pathologies graves, donc je vous ai dit, on va venir exclure la partie lombaire, donc des tests de mobilité au niveau lombaire, et puis des tests de mise en tension neurale pour vérifier si finalement on n'est pas face à une radiculopathie. Donc, les tests qu'on peut utiliser, donc d'être aussi prudent sur la performance clinique de ces tests, hein, c'est une probabilité, il n'y a pas d'assurance à avoir, et en fonction de la performance de ces indicateurs, vous pourrez un peu plus affiner votre hypothèse diagnostique. Les articulations sacro-iliaques est assez célèbre cluster de Laslett où on va venir faire différents tests hein, et essayer d'exclure ou inclure à ce moment-là une pathologie d'origine sacro-iliaque. En tout cas, pour notre part, on doit être sûr que ce n'est pas cette articulation qui est pourvoyeuse de douleur. Arrivent des choses un peu plus compliquées où on va vraiment se centrer davantage sur la région de la hanche avec l'abord des tissus mous
Et donc je vous disais, dans la littérature, c'est assez récent, là on parle de l'accord de Doha qui est de 2015. Seulement en 2015, des experts se sont réunis pour pouvoir un petit peu, on va dire, se mettre d'accord sur la représentation clinique de la pubalgie, où ils ont indiqué 4 pourvoyeurs de douleurs: les douleurs d'origine d'adducteur, du psoas et des fléchisseurs de hanche, une douleur au niveau inguinal et du pubis en 4e. Puis un peu plus tard, ils ont rajouté, ils se sont dit, ben, il y a aussi la hanche qui pourvoit la douleur. C'était à noter, mais c'était important. Et donc, nous, on va s'assurer que le patient ne correspond pas à cet accord de Doha, c'est-à-dire ces 4 premières entités au niveau des tissus mous. Donc là, c'est pareil, la littérature est assez claire dessus sur les tests à utiliser pour pouvoir les mettre en évidence. D'autres éléments de tissu mou qui peuvent être à l'origine de douleurs, donc les tendinopathies du grand fessier, des ischio-jambiers, les tendinopathies glutéales au syndrome du grand tronc plantaire, et puis des affections un peu moins connues, des conflits extra-articulaires, avec des conflits osseux sur l'EIAI, l'épine inféro-antérieure, des conflits au niveau du psoas, mais qui ne concernent pas un conflit directement au niveau de l'articulation, au niveau de la hanche. Et puis, un autre syndrome qu'on peut essayer d'exclure, c'est ce syndrome qu'on appelait parfois syndrome du pyramidal. On parle maintenant du syndrome glutéal profond, avec on va dire, une irritation du nerf sciatique dans la loge de ces muscles fessiers. Donc là, rien à voir avec la hanche, donc qui peut parfois mimer ce genre de douleur. Donc une fois qu'on est sûr qu'on n'est pas dans ce genre de pathologie, on va tester la hanche. Et là, je vous ai parlé tout à l'heure de l'accord de Doha. Là, les experts se sont réunis et on parlait plutôt de l'accord, dans un premier temps, de Warwick, qui définissait que le conflit fémoro-acétabulaire. Et un peu plus tard, en 2018, qui a défini aussi d'autres entités, les dysplasies de hanche, qui ne sont pas forcément toujours pathologiques, mais qui peuvent être pourvoyeuses d'instabilité. Et puis d'autres affections, les lésions du labrum, en 3e, avec les lésions cartilagineuses, les lésions du ligament. Enfin, en tout cas, toutes ces pathologies, affections qui ne concernent pas directement la morphologie de l'articulation. Voilà, ce qu'on utilise un tout petit peu comme test, et donc on va venir un peu plus sur le bilan. Cet accord de Warwick, où il réunissait tous ces experts, donc en 2016, ils se sont mis assez d'accord. Il faut qu'il y ait une concordance clinique entre les signes que nous allons faire, c'est les tests, les symptômes rapportés par le patient et l'imagerie. On ne peut plus se satisfaire de faire qu'une imagerie et de voir une came ou une pince, on verra ce que c'est après, pour dire qu'on souffre d'un syndrome fémoro-acétabulaire. Il faut qu'il y ait des signes cliniques, nos tests qui concordent, et une description assez évocatrice aussi de la part du patient. Donc quand on parlait de came ou pince, voilà, l'effet pince, ça va être cet acétabulum qui va davantage recouvrir la tête fémorale. Donc dans cet effet ici, on va avoir dans les plus répandus plutôt des effets came, on va avoir un élargissement du col fémoral par répétition de contraintes osseuses. Et puis finalement, dans la réalité, c'est pas blanc ou noir, c'est des fois des syndromes mixtes où on va avoir une déformation de l'acétabulum et une déformation du col fémoral à la fois. Donc on va parler de syndrome mixte, d'accord ? Dans l'épidémiologie, alors quel est le profil des patients qui développent ces conflits fémoro-acétabulaires ? C'est majoritairement des hommes. Et les pinces, c'est plutôt des femmes, même si c'est on va dire, une affection qui est un peu moins répandue. La prévalence donc, de cette pathologie came, elle va être de 21% chez les patients asymptomatiques et 49% chez les patients symptomatiques. Ce qui veut dire que la déformation en elle-même n'est pas forcément pourvoyeuse de douleur. On peut avoir une déformation à l'imagerie, ne pas avoir de douleur et ne pas avoir de conflit. D'accord ? Donc c'est ça qu'il faut essayer de retenir par rapport à cette épidémiologie. On peut avoir une déformation, mais bien le tolérer, et donc ce ne sont pas des patients qu'on verra au cabinet. Et ils n'auront sûrement pas besoin de nous parce qu'ils se débrouillent très bien. Par contre, c'est une pathologie qui touche principalement les populations sportives, notamment jeunes. Et on imagine que le sport pratiqué pendant la croissance, autour de la puberté et chez les jeunes adultes, est responsable du développement de cette morphologie came.
Donc là, on voit 70% des sujets sont des sujets sportifs et 30% de ces sujets sont des sportifs de très haut niveau. Donc je vous disais, ça reprend la même chose, que l'activité pendant l'adolescence est sûrement un des facteurs du développement de cette morphologie particulière. Au niveau de la prise en charge, les choses ont pas mal évolué. On parlait beaucoup d'arthroscopie avant. Et avant les années 2000, on parlait d'arthroscopie pour faire des sutures labrales, resuturer un labrum qui est déchiré. Et on ne parlait pas vraiment de conflit fémoro-acétabulaire. On a commencé à en parler que beaucoup plus récemment, dans les années 2000-2003. Et on s'est intéressé au début à la chirurgie. Et puis de plus en plus, on s'est intéressé à savoir, est-ce que nous, en tant que rééducateurs, on pouvait intervenir avant que la chirurgie soit nécessaire, et est-ce qu'on pouvait améliorer les patients. Et donc, si vous regardez la littérature, elle est assez récente là-dessus. Donc, si on résume, je vous disais, c'est cette triade qu'on recherche de concordance de symptômes cliniques avec une douleur inguinale ou une douleur un peu en C. Le patient qui vous dit j'ai mal ici, là, et qui prend ses deux doigts, qui vous montre cette douleur un peu transfixiante. La durée des symptômes, je vous disais, les symptômes mécaniques comme des cliquetis, les sensations de ressaut au niveau de la hanche qui peuvent être très souvent retrouvées. Et si on regarde dans la littérature, de la même façon, les symptômes sont assez variables, donc il faut un peu tous les prendre en compte. Douleur inguinale, douleur mécanique, symptômes mécaniques et durée des symptômes. En tant que clinicien, les tests qu'on va utiliser, dans la littérature, c'est principalement le test de Fadir, flexion, adduction, rotation interne, flexion maximum, adduction, rotation interne qui va provoquer la douleur. Mais c'est un test très sensible et d'autres pathologies peuvent mimer ce même douleur. Donc ça permettra de penser au syndrome fémoro-acétabulaire, mais on ne pourra pas s'en assurer. Mais d'autres tests vont venir en appui, comme le test de Thomas qu'on utilise pour le psoas. On pourra nous mettre en évidence des lésions, une souffrance du labrum aussi qui peut être concomitante à ce conflit fémoro-acétabulaire. Et d'autres tests, comme le test de Faber, flexion cette fois, adduction, rotation externe, va permettre de mettre en évidence une douleur plutôt antérieure. Si les douleurs sont plutôt latérales ou postérieures, le diagnostic sera peut-être à repenser. Et dans l'imagerie, on va demander dans un premier temps une radio et penser à demander deux profils. Et on va regarder cet angle alpha qui nous permet de voir un peu l'épaississement de ce col fémoral. Et puis dans un deuxième temps, principalement si une chirurgie est demandée ou si on soupçonne des lésions supplémentaires, le médecin pourra demander un arthroscanner ou une IRM pour essayer de regarder un peu plus précisément. Donc pensez à vérifier la tête fémorale mais aussi l'acétabulum. Est-ce que c'est clair là pour le moment? Est-ce qu'il y a... Ouais. Donc une fois que notre test clinique est fait et qu'on a une grande probabilité de se retrouver avec un conflit fémoro-acétabulaire, donc j'ai un patient sportif, plutôt un garçon en règle générale, plutôt jeune et qui se plaint d'une douleur depuis presque 2 ans maintenant déjà, avec une douleur plutôt mécanique au niveau de la hanche pendant sa pratique. Et puis l'imagerie nous met en place, nous met en tout cas en évidence cette déformation du col fémoral. Et puis nous, nos tests sont assez évocateurs aussi. Et là, il va falloir commencer à voir les déficits et regarder au niveau des amplitudes, notamment de flexion, rotation interne et externe. Et regarder s'il y a une grosse divergence entre la rotation interne et externe qui peut expliquer une rétroversion du fémur, c'est-à-dire cet alignement entre le col fémoral et le fémur en lui-même, qui peut être responsable de l'apparition d'un conflit, mais c'est la morphologie osseuse qui est comme ça, à part casser le fémur, on ne pourra pas faire grand-chose. Donc c'est des choses qu'on ne pourra pas modifier. Donc il faut essayer de le vérifier, à savoir est-ce que je vais pouvoir gagner l'amplitude avec mon patient, ou est-ce que c'est un facteur non modifiable, ça fait partie de sa morphologie. Et je n'aurai aucun intérêt à forcer, à chercher à gagner l'amplitude à ce niveau-là. Je vais regarder aussi la force. Et on s'accorde à dire qu'il va falloir utiliser des outils beaucoup plus précis que des tests de côté de 0 à 5, des dynamomètres, avec une certaine reproductibilité des mesures. Donc être précis dans la façon dont on les fait pour pouvoir reproduire les tests et éviter justement les biais de valeur. Les tests de performance pourront être aussi utilisés, type YBT test ou STAR Excursion Balance Test, pour regarder un petit peu tout ce qui est amplitude, stabilité au niveau de la hanche. Et des tests de saut, c'est énormément à la mode en ce moment de parler de hop test. Donc je remets cette étude récente qui montre que la phase de propulsion
hein, et peu importante au niveau de la hanche, mais très importante dans la réception, dans les sauts en longueur, donc les hop tests vers l'avant. Et on a une valeur, on va dire, à peu près équivalente sur la propulsion et la réception au niveau des tests verticaux. Donc, utilisez vos hop tests sur des tests horizontaux, ils vont avoir une importance sur la stabilisation au moment de la réception et aussi sur les tests verticaux, à savoir la capacité de la hanche à propulser notre patient. D'accord? Donc ces tests-là à faire et à mesurer pour voir l'évolution de votre patient par la suite pendant la rééducation. Une autre partie aussi importante aussi de notre test, c'est ces questionnaires qu'on va faire pour connaître la fonction auto-rapportée du patient. Et donc il y a différents questionnaires qui existent. C'est le questionnaire d'Agos qui est plus original au niveau de la pubalgie, mais on peut l'utiliser pour la hanche. Et des tests plus spécifiques, des questionnaires plus spécifiques, IHOT33 et un test qui, avec des questions un questionnaire plus court qui a été validé aussi en français, le IHOT12. Et puis vous allez regarder votre patient bouger, parce que bon, faire des tests de force c'est bien, mais ça ne représente pas la fonction de tous les jours. Faites-lui faire des squats, regardez les amplitudes qu'il peut avoir, comment il fait ses squats, est-ce qu'il a besoin de tourner les pieds vers l'extérieur, est-ce qu'il part en rotation interne, en rotation externe, les fentes, est-ce qu'il peut aller faire des fentes profondes et larges, et puis des mouvements en appui unipodal, à savoir des descentes de step ou des squats sur une jambe, pour regarder, filmer vos patients avec vos smartphones, hein, pour pouvoir discuter avec lui, redonner des feedbacks, et puis comparer le comportement d'une hanche en début de prise en charge, en milieu de prise en charge, et ainsi de suite, pour voir l'évolution. Un élément important, et d'autres études sur les problématiques de genoux ou d'épaule reviennent dessus, c'est l'évaluation des facteurs psychosociaux. On sait que les patients, une partie de la douleur, et même une grande partie de la douleur, est davantage liée à ces facteurs-là, et ils vont être davantage prédictifs d'un bon traitement, d'un traitement qui va aboutir ou d'un traitement qui va être en échec. Quand on parle donc d'un patient, ça va être davantage ces facteurs et le maintien de ces facteurs psychosociaux qui vont montrer des patients qui vont rester en souffrance davantage que la récupération de la force. Donc il va être important de les investiguer, de discuter avec le patient et d'essayer de pallier à ces facteurs-là, de référer vers des professionnels s'il y a besoin. Et quand une chirurgie est programmée, des études ont montré que les patients qui étaient face à une catastrophisation de la douleur, avec un sentiment d'efficacité moindre, vont s'aggraver après la chirurgie. C'est des patients qui vont avoir du mal à retourner vers l'activité, et c'est des patients qui vont faire partie de ces patients qui ne vont pas être améliorés finalement par la chirurgie. Donc il va être important pour nous de vérifier ça. On ne sera peut-être pas la meilleure personne pour tout traiter, on pourra y participer, mais on pourra référer en tout cas et mettre le doigt sur certaines souffrances. Imaginez un patient qui est jeune, qui ne peut plus jouer dans son équipe de foot ou faire des activités scolaires, sportives. Bah, c'est un éloignement social, c'est toutes ces souffrances-là, et puis c'est une vie sociale d'adulte aussi qui peut être perturbée par la suite. Donc, sur ces accords, maintenant les experts s'accordent à dire que doit faire notre rééducation? Elle doit faire avant tout de l'éducation, participer à modifier les activités, mais pas les supprimer. On ne cherche pas à mettre des patients et les transformer en des patients sédentaires, mais modifier les activités, comprendre celles qui sont les plus douloureuses, comment je peux faire autrement pour continuer à les faire, limiter les facteurs aggravants, et on parlait des facteurs psychosociaux, un traitement individualisé. Je ne vais pas soigner un patient avec un vécu différent, avec un sport différent, avec une morphologie ou une force différente. Je vais faire avec ses qualités et déficits. Et puis un programme d'exercice. L'exercice a montré sa supériorité sur le traitement, et donc il va falloir l'utiliser. Les études aussi nous ont demandé, en tout cas nous ont mis en valeur, qu'il fallait que ce soit des exercices progressifs, et vous allez voir par la suite, très progressifs, mais on doit partir d'un niveau acceptable et aller à des niveaux très élevés. On veut ramener nos patients vers le sport, et c'est pas en lui permettant de faire quelques mouvements au cabinet qu'on va lui permettre d'être sûr de pouvoir venir sur le terrain avec des changements de direction. Il va falloir le pousser très haut dans les tests pour pouvoir justement lui permettre de revenir avec aucune appréhension. Et puis, on doit promouvoir cette activité pour limiter les comorbidités qui vont se mettre en place, donc promouvoir l'activité physique. Donc des exercices progressifs avec des exercices d'extension, de rotation externe, d'abduction et plus ou moins d'abduction de hanche. Tout ça fait tous d'accord là-dessus. Des exercices de stabilisation de hanche et de bassin et du tronc.
Et parfois, quand les douleurs sont très importantes, on peut avoir des troubles proprioceptifs et un trouble du contrôle moteur, donc c'est des choses qu'il faudra investiguer aussi. Ça va? Donc là, je m'appuie un peu sur une publication de Michael Rehman qui nous a fait une présentation en Paris au mois d'octobre. Et elle était très intéressante, donc j'ai voulu vous en faire part. Les principes des concepts de sa rééducation, et s'appuyer sur ce concept Epic Return, à savoir E pour éducation et calmer le patient, donc on en avait parlé, présenter, expliquer la pathologie, rassurer le patient, calmer, mais calmer aussi peut-être de façon médicale, donc traitement antidouleur avec le médecin. P pour Progressive Building, donc on va venir faire des exercices, mais on va vraiment construire le patient, donc on va venir le pousser fort, progressivement, étape par étape, pour aller le chercher de plus en plus loin. De l'individualisation dans le traitement, hein, c'est un patient à part entière que je vais traiter, c'est pas un protocole de soins que je vais mettre en place. Et d'autres considérations, à savoir dans quel cabinet je le fais, avec quel type de patient, qu'est-ce que je prends en compte, est-ce qu'il y a chirurgie, pas chirurgie, toutes ces considérations à prendre aussi qui vont moduler un peu notre prise en charge. Donc là, on parlait d'éducation médicamenteuse, expliquer les imageries. Hein, des fois, le patient arrive avec pas forcément beaucoup d'explications, donc ça peut être le moyen d'en discuter. Hein. Soutenir l'activité, souvent c'est des patients qui vont s'éloigner de l'activité, donc nous on doit essayer de les encourager à maintenir tout en les adaptant. Le fait de pousser son patient un peu plus loin, c'est cette courbe qu'on connaît, c'est de sollicitation à la limite pour pouvoir pousser justement les capacités physiologiques du patient. Hein, donc ça a été pas mal publié par, ça s'appelait Envelope of Function, je crois, l'article, et par Dye, qui expliquait justement qu'on avait tendance à souvent avoir les patients en stimulation sous-physiologique, et que petit à petit, il y avait une marge de manœuvre qui était de moins en moins importante, et donc il fallait, dans la fréquence et dans l'intensité des contraintes, augmenter progressivement pour offrir une marge de manœuvre plus importante à nos patients. À savoir, si j'apprends à mon patient à courir, à faire du footing, c'est très bien, mais si je lui apprends à faire que du footing, mais que dans la rue, à un moment donné, il doit éviter un patient, une voiture, il va avoir des contraintes qui vont être différentes, qui vont être dans des plans différents et probablement avec des contraintes beaucoup plus fortes. Si je ne lui ai pas appris ça, et je lui ai appris qu'à courir, il va pouvoir se blesser peut-être sur cette nouvelle contrainte qui s'est surajoutée. Donc il va falloir le pousser plus haut pour que ce qu'il va faire dans le sport soit bien supporté. D'autres études de Gabet ont mis en évidence le fait qu'on sous-stimulait les patients, et donc il fallait faire attention parce qu'un patient que vous allez stimuler et que vous allez plutôt préserver, vous allez être plutôt à essayer de faire attention de ne pas trop l'irriter. Alors vous avez raison de le faire, mais à force d'être sous-stimulé, il va prendre du retard, et au moment où il va revenir au sport, s'il revient dans une équipe où il n'y a pas de préparateur physique, où c'est le coach qui fait la reprise avec lui, et qui lui dit j'aimerais que tu reviennes jouer la semaine prochaine, vous l'avez sous-stimulé, il n'est pas prêt à rejouer le match, et en une semaine il va devoir rattraper ce qu'il fait avec le reste de l'équipe. Et donc on va passer d'une sous-stimulation chronique à une surstimulation aiguë qui va être provocatrice de blessures, en tout cas potentielles. Donc à nous, en tant que kinésithérapeute, à faire en sorte de ramener le plus loin possible pour que quand il revienne dans l'équipe, il ait une stimulation aiguë pour revenir au même niveau, qui soit la plus faible possible pour éviter la blessure. D'accord ? Donc d'où la communication avec les équipes, avec l'athlète en lui-même, quelles sont ses séances, quand est-ce qu'il va revenir, quel temps il peut consacrer avec nous pour savoir est-ce que je te donne des exercices à faire à la maison encore plus pour pouvoir te surstimuler, ou est-ce que moi j'en fais peut-être pas assez, et là les échéances elles arrivent, il va falloir un petit peu voir ce qu'on a un peu dans le ventre, et pousser un peu plus loin et connaître les tolérances de nos patients. Donc là, je vais vous demander un petit peu juste de réfléchir. On a un patient qui a un conflit fémoro-acétabulaire, c'est un patient sportif. 3 exercices que je vais pouvoir amener progressivement mon patient vers le retour au sport avec quelque chose qui est de plus en plus contraignant. Je vous laisse imaginer, je vous laisse 30 secondes, des exercices que vous pourriez utiliser au cabinet ou avec vos futurs patients, parce qu'on a beaucoup d'étudiants. Et donc imaginez ces 3 exercices, entre un exercice qu'on peut faire un peu en début de rééducation, un exercice en milieu de rééducation, et un autre où on fera davantage proche de la reprise du sport, sur toute période.
vous laisse réfléchir un tout petit peu. Et donc, je vous rappelle, il faut que ce soit des exercices pour des sportifs et que ce soit progressif et qu'on doit passer d'un niveau acceptable à un niveau assez exigeant. Je vous montre ce qu'on aurait pu répondre. On aurait pu commencer par un exercice, je ne sais pas si vous connaissez, il y a des crossfitters, peut-être de battle rope, où on va faire des exercices avec une corde, mais on va le faire en position de squat et on va être en statique, en isométrie sur nos exercices, nos muscles au niveau de la hanche. Et je vais faire un travail donc isométrique au niveau de ces muscles-là, tout en faisant un travail énergétique, cardio au niveau du haut du corps. Donc je maintiens mon activité physique de mon patient. Je vais créer des petites déstabilisations peut-être, mais je vais faire un travail isométrique qui va être un travail d'activation musculaire et qui va me permettre de réveiller ma musculature s'il y a des inhibitions, on en a parlé tout à l'heure, ou après la chirurgie aussi. Oui. On commence à faire cet exercice, même en période douloureuse. En période Douloureuse. En fait, c'est le patient qui va nous dire un peu ce qu'il peut supporter. On va monitorer ses symptômes et nous dire, ouais, on a fait cet exercice, comment tu te sens? Ça me fait un peu mal, ok, on change l'amplitude du squat, on va changer un petit peu certains paramètres, le temps d'exercice, et on va retester, puis on va voir l'irritabilité du patient, est-ce que le lendemain, est-ce qu'il a eu des douleurs ou pas, et on va adapter les exercices. Donc c'est une idée, mais on peut le changer, mais les patients vont être très supportables là-dessus, parce que quand on fait les tests, souvent il faut aller chercher moins dans la réflexion, ils vont vous décrire les difficultés à faire des squats assez profonds. Donc si vous mettez sur un demi-squat avec à la limite un appui même au niveau de la fesse, il touche un petit peu la boxe, ça sera suffisant, mais après il fait un exercice assez intensif et il est déjà en charge, il active cette zone-là. Ok. Dans un deuxième temps, on peut faire un travail un peu plus dynamique, comme un kettle swing par exemple. Je vais faire un mouvement lent avec un travail concentrique, excentrique, d'accord. Et c'est avec un mouvement avec on va pouvoir incrémenter la charge de notre kettlebell pour avoir un travail de plus en plus fort et on va pouvoir aller chercher assez fort. Quel est son contrôle? Quelle est la participation du contrôle moteur qu'on va avoir? D'accord. Et puis en dernier, on peut se dire, je vais le mettre sur le rameur et là on va faire du fractionné dessus à haute intensité, donc avec un travail toujours énergétique assez fort, des mouvements dynamiques assez violents, et chercher avec des amplitudes de plus en plus profondes au niveau de la hanche. Donc voilà comment on aurait pu imaginer, il y en a plein d'autres, mais un exemple, comment on pourrait construire un petit peu la progression sur des exercices de base et surtout fonctionnels. C'est se dire que nos patients, c'est les choses qu'ils vont retrouver quand ils vont aller à la salle de sport, quand ils vont s'entraîner. Et ce n'est pas des exercices d'isométrie contre-résistance contre notre main qui vont reproduire ce qu'ils peuvent subir en salle de sport ou à l'entraînement. D'accord? L'important, on soigne les sportifs, donc maintenez une activité cardio, énergétique tout le temps et adaptée à la pratique sportive. On ne va pas faire du fractionné sur du 20 secondes à fond avec 2 minutes de repos, c'est quelqu'un qui fait du trail, d'accord? Pour autant, je ne vais pas faire du battle rope pendant 2 minutes avec quelqu'un qui fait du sprint. Je vais adapter à chaque fois mon travail énergétique en fonction de la spécificité du sport. Une autre chose, on parlait de charge. Comment monitorer? Donc on va quantifier les poids qu'on va remettre, mais on s'aperçoit que les patients, pour la même charge, un jour ça va aller bien, un jour ça va aller un peu moins bien. Et en fait, il y a d'autres facteurs à prendre en charge, donc on va essayer d'utiliser une échelle qui est plus subjective, mais qui va prendre en compte plus, on va dire, plus la globalité de notre patient. C'est ce RPE. Et au début, il était défini, c'est l'échelle de Borg qui avait été définie dans les années 80 entre 0 et 20. Pour plus de simplicité, on l'a modifié entre 0 et 10. Et donc, on va avoir des niveaux d'activité plus ou moins intenses. Ça va correspondre en fait à la perception de l'effort de nos patients. Si mon patient me dit, sur l'exercice là, vous m'avez fait faire 8 répétitions, j'en avais encore 2 ou 3 en réserve, mais pas beaucoup plus, d'accord? Je vais peut-être quantifier mon patient autour d'un RPE 7 ou 8, d'accord? Et je vais le multiplier par le nombre de minutes d'exercice. Ça va me donner une unité arbitraire et ça va me permettre de quantifier la charge de travail que je lui donne à chaque exercice. Parce que quand je fais des poids et que je fais du rameur avec des watts, comment je fais pour additionner des kilos avec des watts? Ça va être un peu compliqué. Mais je vais pouvoir additionner ces unités arbitraires, perception de mon squat avec mes kilos, perception de mon rameur avec mes watts. Voilà, c'est des choses qui ne sont pas compatibles. Je vais prendre le RPE des deux. J'ai dit, là aujourd'hui on avait un RPE sur toute la séance, là en 40 minutes de séance au cabinet, c'était 8 multiplié par 40.
et je me retrouve avec mon unité arbitraire, je vais monitorer et il va falloir que je l'augmente au fur et à mesure jusqu'au retour au patient, au retour au sport. Pardon. Une autre chose à prendre en compte, on parlait des facteurs psychosociaux, c'est ces facteurs limitants, l'état d'esprit. Est-ce que vous dormez bien? Comment ça va aujourd'hui? Vous mangez bien en ce moment? Et cette charge, on va dire, interne au patient, elle va aussi avoir une influence sur ses performances et sa capacité à pouvoir bien travailler sur la séance. J'avais prévu de lui faire les squats à 100 kg. Il m'a dit, ouais, non, cette nuit, j'ai dû intervenir, je suis pompier bénévole, je n'ai pas bien dormi. On va peut-être pas faire les squats à 100 kg, on va redescendre un tout petit peu parce que sa charge externe que je lui donne, toute sa charge interne, je risque de le blesser ou il va être irritable. À l'inverse, en ce moment, ça va super bien, j'ai une nouvelle copine, voilà, tout va bien dans ma vie, j'ai un nouveau boulot. Eh ben, peut-être que je vais le pousser un peu plus loin que ce que je pensais parce que j'ai des facteurs qui vont m'aider à un peu dépasser ses limites. Donc c'est des choses aussi à prendre en compte. Une autre chose à prendre en compte, c'est on travaille un muscle pas de la même façon en fonction de ce qu'on veut faire. Donc là, je ne vais pas revenir dessus, c'est de la philosophie musculaire. Donc il faut savoir est-ce que je vais travailler de l'endurance, est-ce que je travaille de la force, est-ce que je travaille de l'explosivité. Et le nombre de répétitions, la résistance que vous allez mettre, elle va avoir aussi une importance. On ne donne pas 3 fois 10. Il faut réfléchir à la charge qu'on met et la monitorer régulièrement. Donc vous avez des applications pour ça, pour faire des rapprochements, parce que je ne vais pas faire des tests DRM à chaque fois aux patients. Je vais faire 2-3 tests, tu as réussi à faire 5 répétitions mais pas plus de squats à 100 kg, ben, je mets un RM5 et je vais pouvoir partir pendant peut-être une semaine, 15 jours à partir de cette RM5 définie. Puis je vais la remonitorer et réaugmenter. Mais important, monitorez vos patients et sachez ce que vous travaillez, est-ce que vous voulez travailler de la force, de l'endurance ou de la puissance. La prise en charge donc, individuelle de ce patient, c'est prendre en compte tous ces facteurs dont on a parlé, donc il va falloir en prendre en compte. Pareil, il y a énormément de présentations qui parlent du modèle psychosocial, donc je ne m'étends pas là-dessus, mais un patient qui est retraité, un patient qui est fermier par exemple, et qui doit travailler dans son exploitation, qui a mal à la hanche et qui va devoir continuer à travailler parce qu'il est à son compte, c'est pas la même problématique que quelqu'un qui a mal parce qu'il fait son footing le dimanche, peut-être qu'il pourra faire un peu autre chose le temps qu'on revient au footing et on sera sur une autre problématique, une autre type de prise en charge. Et enfin, donc je vous disais, sur les considérations à prendre, c'est dans quel contexte je fais ma rééducation, quel type de cabinet, est-ce que j'ai un cabinet avec du matériel, avec du poids, est-ce que j'ai l'espace pour le faire courir, est-ce que je peux l'accompagner à l'extérieur pour faire des exercices avec lui, quelle est mon expertise dessus, est-ce que j'ai déjà eu beaucoup de rééducation de hanches, est-ce que j'ai l'habitude de voir ce genre de chirurgie et faire la rééducation après. Tout ça, ça va avoir un impact sur la réussite aussi de la rééducation. De prendre en fait aussi en compte que donc voilà, on va avoir des patients qui sont coureurs sprinteurs ou coureurs au long cours, c'est pas la même chose. Quel type d'effort ils pratiquent, dans quel plan de l'espace ils travaillent, d'accord, et de combien de temps on a, parce que des fois on a des échéances qui nous sont imposées et c'est pas toujours évident. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a, qu'est-ce qu'on se fixe comme objectif avec le patient. Donc dans la rééducation, on va commencer à rééduquer la partie du contrôle moteur. Si là on parlait de concept, on va revenir maintenant sur du concret, sur des exercices. Ça va travailler sur le travail de flexion au niveau de la hanche, mais pas vraiment sur du mouvement de squat. Vous voyez là, on a la patiente qui descend, qui font son exercice de squat avec le bâton pour sentir vraiment son mouvement verrouillé au niveau du dos. Et on va parler du hinge, c'est la charnière, sur des mouvements un petit peu, comme sur le deadlift, sur les mouvements soulevés de terre, on va travailler un petit peu cette capacité à sentir ce mouvement au niveau de la hanche. Et on pourra utiliser différentes façons, les filmer et donner des feedbacks en mettant des élastiques ou en demandant à l'inverse de venir pousser contre quelque chose pour sentir ce mouvement de recul au niveau des fesses, pour engager ce mouvement au niveau de la hanche. Vérifier que le patient est capable de le faire parce que c'est des mouvements qu'on va utiliser après par la suite pour pouvoir le renforcer. Donc on peut commencer un peu à genoux, on peut le faire avec un bâton dans le dos pour essayer de sentir ce mouvement, voire après debout. Et puis ensuite, c'est le choix des exercices. Tous les exercices ne se valent pas, et en fonction si je veux renforcer un petit fessier, un grand fessier ou un moyen fessier, je vais guider des exercices qui ont une activation plus ou moins élevée. Si je prends l'exercice du split squat, là vous ne voyez pas très bien, mais
Sur le split squat, c'est très intéressant de le faire sur le moyen fessier, mais pour le grand fessier, ça stimule un peu moins et le petit fessier encore moins. Donc en fonction de mon niveau d'activation, je vais choisir un exercice ou un autre. Donc là, c'est cette étude toute récente de 2023 qui classifiait toute cette liste d'exercices que vous voyez là, en fonction de leur niveau d'activation sur les différents groupes musculaires. Donc un patient qui, au début, sort de chirurgie, peut-être qu'on va utiliser des niveaux d'activation assez faibles pour pas trop tirer dessus. Et puis plus ça va aller, plus on va augmenter. Et on va vouloir aller chercher des niveaux d'activation assez élevés par la suite. Quel mouvement je vais utiliser On parlait des squats et des deadlifts. Et vous allez rigoler, mais vous dites, bon, je ne vais pas faire des squats à tout le monde. Ben, si tout le monde doit pouvoir savoir faire des squats, quand je m'assois dans ma voiture, que je m'assois sur les toilettes, que je me lève ou que je me rassois d'un siège, d'un fauteuil, je fais des squats. Donc, tous nos patients doivent pouvoir maîtriser ce mouvement-là. Alors, tout le monde ne le fera pas en faisant des perfs, des records et avec des tonnes de poids sur le dos, mais on va utiliser le squat un peu pour tous ces patients-là qui ont des pathologies de hanche, et particulièrement au niveau syndrome fémoro acétabulaire. Alors de quoi parle-t-on si il y a des gens qui ne sont pas forcément familiers ce squat, donc c'est ce mouvement où on va venir vraiment descendre au niveau des muscles fessiers, où on va engager une flexion de hanche, une flexion du tronc sur le fémur et une flexion de genou. Et puis des mouvements de soulevé de terre, que les anglo-saxons parlent de deadlift, où on va vraiment davantage un mouvement de charnière où c'est le tronc qui se relève par rapport au buste, où on va avoir un mouvement au niveau des genoux beaucoup moins important. Donc la contrainte, elle va se répartir différemment sur ces exercices. Donc on va combiner les deux. Et puis tu le disais tout à l'heure, comment savoir si le patient, mais on va pouvoir aussi monitorer la charge et l'amplitude et de savoir est-ce qu'on descend plus ou moins bas, est-ce que j'ouvre plus ou moins au niveau de mes hanches, pour savoir commencer sur des mouvements simples au début et puis après rajouter de la charge. Et puis le patient il va nous dire où est-ce qu'il a mal quand il le fait, est-ce que j'ai mal derrière, est-ce que j'ai mal devant. Si j'ai mal derrière sur le deadlift, c'est peut-être mes ischio-jambiers, c'est pas mon conflit de hanche qui pose un problème, mais peut-être qu'il faudra que j'aille travailler les ischio-jambiers. Si c'est une douleur latérale, c'est peut-être mes moyens fessiers qui sont douloureux, est-ce que j'ai pas quelque chose, un déficit à ce niveau-là, mais je ne serai pas inquiet par rapport au conflit, au fait que c'est une amplitude qui pourra atteindre. Pareil sur le squat, plusieurs types de squats et en fonction de la position de la barre, on va avoir un impact aussi sur les contraintes qu'on va mettre. Donc on peut utiliser les squats devant, les squats derrière, avec la barre plus ou moins basse ou au-dessus de la tête. Ils vont être tous intéressants, donc varier vos squats, c'est pas toujours la même chose. Et donc le patient il doit savoir tout faire. Plus vous lui montrez d'exercices, plus vous en faites faire, plus vous augmentez sa palette et son éventail pour qu'il soit prêt à rencontrer n'importe quelle situation dans la reprise sportive. Vous voyez, là, au niveau des angles, les contraintes qui vont être différentes en fonction du type de squat qu'on va utiliser. Et donc, ces squats ils peuvent être appris au début avec un TRX, facilement. On va décharger un petit peu. On va pouvoir l'utiliser avec des machines avec des barres guidées, avant de le mettre avec des charges libres. Pensez à mettre vos patients sur une seule jambe quand ils sont suffisamment forts. Et puis, peut-être que ça peut être intéressant d'adapter le squat. Il n'y a pas un squat parfait avec les deux pieds parallèles, large comme la largeur du bassin. Là, il faut trouver le squat qui correspond au patient, qui lui permettra de faire au mieux cet exercice et au plus loin. Les fentes dans tout ça, on peut les utiliser, mais c'est pareil. Bien sûr, la première fente, elle va être peut-être plus tolérable pour le patient, alors que la seconde, beaucoup moins. Donc, en fonction du patient, on va tester, on va voir s'il va avoir besoin par rapport à sa pratique. Et donc des exercices qu'on peut faire avec le patient, il fait plutôt pas trop mal, mais voilà, ce sont des exercices qu'on peut réaliser avec le patient avec des exercices de stabilisation. La littérature nous l'a dit aussi, tous les exercices de stabilisation vont être importants, et donc avec de la charge, si ça charge bien, avec des exercices de rotation, des mouvements d'inclinaison. Voilà, donc pas mal d'exercices variables. Donc là, sur les genoux, à retenir sur un Swiss ball, travailler sur des mouvements de rotation avec un mouvement de flexion de hanche et sur un bras de levier plutôt faible parce qu'on sera à genoux. Ou alors des exercices avec la barre et des grands mouvements de rotation avec avec des grosses bras de levier au niveau du tronc. Voilà.
Vous imaginez un peu les genres d'exercices qu'on va faire avec la barre, essayer de stabiliser, de contrôler en même temps. Récupération de la mobilité, ça ne sera pas toujours faisable. Je vais parler de la rétroversion du fémur des fois. Mais voilà, qu'est-ce que je peux utiliser? De la thérapie manuelle, des automobilisations, des mobilisations assistées avec des élastiques ou des sangles. Et si on trouvait avec la thérapie manuelle des mouvements qui aident le patient et trouver des exercices d'automobilisation qui permettent de retrouver ces mêmes sensations. Alors, je ne vais pas non plus m'étendre sur la thérapie manuelle, mais pensez que vous êtes davantage sur de la neurophysiologie, essayez de faire sentir des mouvements au patient qui permettent de travailler au niveau de l'articulation, que vous pensez que vous bougez vraiment la hanche ou que vous permettez de recentrer une hanche qui serait décentrée. Vous allez informer le système capsulo-ligamentaire pour le préparer à l'activité par la suite. D'accord? Donc pensez aux hanches, mais pensez aux autres articulations. Si j'ai une flexion de cheville qui est limitée, je vais forcer beaucoup plus sur ma hanche sur mon squat. Donc peut-être que ma hanche elle est en surcharge parce que j'ai une mobilité absente ailleurs ou défectueuse. Et donc du coup, allez regarder, ne vous centrez pas que sur la hanche. Donc des exercices de mobilisation, de thérapie manuelle ou des exercices que le patient peut faire tout seul. Hein. On appelle ça le 90-90, là, 90-90 avec les hanches, rotation interne, rotation externe. Ou des exercices avec des mouvements d'abduction à quatre pattes. D'accord? Je ne vais pas me mettre sur la table pour faire les exercices, mais voilà, c'est des exercices qu'on retrouve fréquemment dans les mouvements de mobilisation qu'on peut faire avant une séance de sport. C'est à peu près chargé sur celui-ci. Voilà. Donc ça peut être intéressant à mettre en place et que le patient l'utilise régulièrement et que ce soit une routine avant d'aller au sport, avant de faire les exercices de renforcement. Ensuite, quand le retour au sport va commencer à se faire, il va falloir chercher des mouvements beaucoup plus spécifiques au sport, plus polyarticulaires, avec de l'intention, de la vitesse, donc avec des mouvements d'épaulés et avec un mouvement de fente en même temps, si ça charge bien. Essayez de travailler sur le pattern du geste sportif, quel type de mouvement me fait mal dans ma pratique sportive et comment je dois le faire, qu'est-ce que je peux corriger dessus, d'accord? Des exercices de course à pied. Donc, on va être de plus en plus spécifique au sport et essayer de le remettre en situation. Et donc, là aussi, il va falloir charger le patient et être exigeant dessus. Pour autant, laissez le patient tester lui-même ses mouvements. Ne cherchez pas à être hyper correcteur. Il va trouver la solution. Sur 10 mouvements, il va faire 10 fois le mouvement différemment, mais il va trouver sa voie, il va trouver sa façon de mieux comprendre comment il bouge et quel type d'engagement il doit faire. Peut-être que les indices que vous allez lui donner ne lui correspondent pas. Laissez-le chercher et de temps en temps, s'il en éprouve le besoin, vous lui donnez un feedback, vous lui montrez la vidéo, vous le guidez au niveau tactile, mais il faut qu'il apprenne à faire le mouvement. Et le mouvement de squat, si vous le faites aujourd'hui 10 fois, vous verrez que vous faites 10 fois différemment, mais vous devez savoir le faire de ces 10 façons différentes aussi. Sur la reprise de la course à pied, la clinique Four en parle mieux que moi, très progressif, leurs programmes sont très bien et ce qu'on regarde dans la littérature et ce que publient aussi les experts là-dessus, suite à une arthroscopie de hanche, notamment là celui-ci il me semble, voilà, assez progressif et on incrémente progressivement aussi la distance, la force et les temps de reprise, le nombre d'appuis, ce genre de choses qu'on va permettre d'intégrer dans notre programme de reprise de course à pied sans aller trop vite, pour autant 10% par semaine. Donc là c'était le traitement conservateur. Sur la partie chirurgie, c'est quasiment la même chose en termes de rééducation, à ceci près qu'il va falloir prendre en compte le geste opératoire, d'accord, et se dire qu'est-ce que peut m'apporter l'arthroscopie en plus, parce que énormément de patients viennent nous voir en me disant bon à la kiné je viens parce que je vais essayer, mais bon je pense que c'est une chirurgie qu'il me faut, d'accord. On entend beaucoup de patients qui disent bon, de toute façon je vais devoir y passer, il va falloir que je le fasse, d'accord. Donc dans quel type de chirurgie on parle quand on parle du syndrome fémoro-acétabulaire, à savoir que cette arthroscopie, elle a énormément augmenté depuis 18 ans, hein. Elle a vraiment pris une ampleur importante, mais que les patients montraient une amélioration à 1 an, mais 2 ans après, pas beaucoup plus, et qui est suture labrale ou pas suture labrale, qu'on ait eu un débridement ou un lavage, qu'il y ait eu
une ostéochondroplastie ou pas, on va avoir des résultats relativement similaires. Et donc, on va commencer à se poser la question de finalement, est-ce que c'est la structure qui est toujours pourvoyeuse de douleur ou pas? Est-ce que c'est le labrum? Est-ce que c'est la tête? Est-ce que c'est tout ça et puis d'autres facteurs? Donc là, on s'aperçoit que les résultats ne sont pas aussi simples que ça et les choses un peu complexes. Les patients qui ont été interrogés sur cette arthroscopie au niveau de la hanche ont rapporté des résultats et des douleurs améliorées après la rééducation, mais quand on les interroge, oui, 5 minutes, d'accord. Quand on les interroge sur leur niveau d'activité, on s'aperçoit qu'un an après l'opération, ils n'ont pas énormément augmenté leur niveau d'activité. Et donc là, on doit se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on a raté pour que ces patients qui cherchaient une opération pour aller mieux ont certes moins mal, ils sont contents de leur opération, mais il ne faut pas plus d'activité qu'un patient témoin. Et donc, on peut imaginer que c'est notre prise en charge pendant la rééducation qui doit maximiser ses effets pendant les 6 premiers mois suite à l'opération et qui pourra nous permettre de faire la différence pour que ces patients qui étaient à la base venus pour faire plus de sport puissent revenir à des niveaux. Pour rappeler, seulement 17% reviennent à un niveau de satisfaction et de performance optimale, et bien, de faire en sorte que ce chiffre grossisse. Donc rapidement, quand on parle de chirurgie de quoi parle-t-on? Donc d'ostéoplastie, on va venir modeler le col fémoral. On peut avoir un geste aussi sur l'acétabulum, à savoir qu'il va y avoir, à ce moment-là, on va devoir désinsérer le labrum, travailler là-dessus, travailler sur l'acétabulum, réinsérer le labrum. Donc c'est des choses auxquelles il faudra penser dans les premiers temps de la rééducation, qu'il y a eu une restructure sur le labrum, donc il faudra être précautionneux dessus. Et donc on discutait avec le chirurgien pour savoir les recommandations en termes de délai. D'accord. Il peut y avoir donc un geste sur ce labrum directement parce qu'il est déchiré. Et puis dans certains cas, on peut avoir aussi des ostéotomies quand on a des angles au niveau diaphysaire qui sont vraiment excessifs. Donc là, il peut y avoir une réduction à ce niveau-là. Donc demandez des précisions au chirurgien, appelez-les pour savoir quel délai. À savoir que les délais changent selon les chirurgiens. C'est assez variable et la littérature est assez aussi explicite là-dessus. Les délais sont différents. Pensez que si vous avez eu un geste sur le labrum, sur la capsule, il ne va pas falloir trop tirer dessus, mais qu'il va falloir la mobiliser assez rapidement pour éviter des fibroses. Parce que après, on va se retrouver avec des patients qui auront moins d'amplitude, alors qu'à la base, ils voulaient bouger davantage. Donc toutes nos mobilisations vont être importantes et il faudra l'expliquer aux patients. Donc la rééducation après la chirurgie, c'est la même que la rééducation, finalement, elle se calque sur la rééducation conservatrice. Donc aucune différence. Soyez par contre précautionnés sur les délais de reprise au sport. On a tendance à vouloir les remettre trop vite. Il y a des sports pivots, il y a des choses comme ça. On parle d'un délai de 6 mois après opération sur le retour au sport. Souvent on voit passer 4 mois ça reste encore un peu juste, surtout s'il y a des sports pivots, des sports contacts. Un peu comme notre croisé, finalement, il faut être plutôt assez prudent là-dessus. Même si le patient se remet à courir, c'est autre chose de courir dans toutes les directions sur un terrain. Enfin, voilà, insister sur l'éducation, le travail cardiovasculaire. Donc les points clés qu'on va retenir de la présentation, c'est l'importance de notre bilan pour le triage et savoir connaître notre patient, pour pouvoir le mesurer, l'évaluer, le questionner, l'éduquer et le rassurer. Dans nos patients, chargeons nos patients, donnons-leur des exercices difficiles, on a tendance à les sous-stimuler, d'accord. Monitorez la charge de travail, prenez en compte les facteurs psychosociaux dans votre rééducation. Et soyons spécifiques, vous n'allez pas rééduquer, comme je disais, une danseuse de ballet comme un footballeur américain. Pour autant, ils ont une hanche qui demande une fonction optimale et donc du coup, on leur doit bien ça, de les travailler et de les permettre de retrouver leur sport exigeant. Donc, prenez un petit peu de recul, et donc essayez de voir un peu le patient un peu plus dans son ensemble. C'est un conflit fémoro-acétabulaire, certes, mais c'est un patient qui ne peut plus faire son activité, qui a une restriction de mouvement. Donc prenez du recul, prenez-le dans son ensemble. C'est aussi ça le message que je voulais vous faire passer. Voilà, merci. Merci
est un peu tard pour les questions, mais voilà, vous avez mon adresse mail si vous voulez envoyer des questions, j'y répondrai avec plaisir. Pour ceux qui veulent, après, on va aller voir. On va aller voir la Oui, c'est pas grave. Voilà, merci.